Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 5 janvier, voici les titres de ce journal. La France préside désormais le Conseil de l'Union européenne et ce pour une durée de 6 mois. Une première depuis 2008, le point sur son rôle, ses missions avec les référents yvelinois des questions européennes. Demain 6 janvier, ce sera le jour de l'épiphanie, événement que vous célébrerez sûrement autour d'une galette. Direction la boulangerie La Flûte de Chopin à Houdan. Près de 2000 galettes y sont préparées chaque année en janvier. Et puis le tirage pour les 8e de finale de Coupe de France de football s'est dévoilé. Le club national 2 de Versailles y participe pour la première fois. Il recevra dans les prochains jours un club de Ligue 2, le FC Toulouse. Et puis nous vous parlerons également des lanceurs spatiaux développés dans les Yvelines et du Paris-Nice qui s'élancera de Mantes-la-Ville. Et pour débuter ce journal, nous vous proposons de découvrir une technologie spatiale. La start-up Yvelines Sirius Space Services est spécialisée dans la conception de lanceurs spatials réutilisables. C'est un produit utilisé pour la mise en orbite des satellites. Pour l'heure, dans une phase de développement, le premier vol inaugural est prévu pour 2025. Direction le laboratoire aux Loges en Josas avec Nicolas Dandry et Laura Lego. Voici Sirius 1, le SpaceX des Yvelines, un lanceur spatial réutilisable conçu par la start-up Sirius Space Services, une technologie en cours de développement dans le laboratoire de cette entreprise basée aux Loges en Josas. C'est un lanceur qui fait environ 20 mètres de haut, un diamètre d'1,7 m et qui pèsera 20 tonnes au décollage. On voit ici le premier étage, qui est un étage qui comporte 9 moteurs. C'est un lanceur qui fonctionne à l'oxygène liquide et au méthane. Et au-dessus, on peut voir la coiffe et c'est à cet endroit que seront accommodés les satellites qui seront lancés par ce lanceur. En ce moment, nous sommes en train de tester la plaque d'injection de ce moteur à eau sous pression sur le banc d'essai qui est situé juste derrière moi. Ce banc d'essai permet de tester la plaque d'injection du moteur, une expérience réalisée avec de l'eau et de l'air comprimé à haute pression. Sirius Space Services a été créé en avril 2020. Aujourd'hui, 35 collaborateurs composent cette société, une levée de fonds de 3 millions d'euros en 2021 pour pouvoir développer une gamme de 3 lanceurs spatiaux. Ces lanceurs vont servir à amener des charges utiles des satellites comprises entre 1 et 500 kg dans des orbites différentes, donc des orbites comprises entre 2 et 700 km. La société a 2 valeurs clés. On a pour le but de proposer des lanceurs peu chers, en adéquation avec le marché, et aussi des lanceurs 100% réutilisables à terme pour diminuer l'empreinte carbone. Majoritairement, dans un premier temps, on se concentre sur le marché européen, et dans un second temps, on va aller rapidement vers le marché mondial. Marché aux États-Unis et côté Chine, aussi Asie. Avec le recrutement de 20 personnes supplémentaires dans les 6 prochains mois, l'objectif est fixé à 100 collaborateurs fin 2022. Une usine de production devrait ouvrir au 2e semestre 2022 sur le plateau de Saclay. Le premier vol d'un lanceur spatial Sirius est prévu début 2025 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Saint-Lambert-des-Bois, commune des Yvelines située en vallée de Chevreuse, a été retenue pour expérimenter les radars sonores. Installés ce mardi 4 janvier, cette expérimentation va durer 2 ans. Objectif, lutter contre les nuisances sonores des véhicules. Des capteurs permettront de contrôler leur niveau d'émission. La verbalisation devrait démarrer courant 2022. Montant de l'amende en cas de dépassement du seuil autorisé, 135 €. Et puis un point à présent sur la vaccination contre la Covid-19. Depuis le 22 décembre, la vaccination est ouverte à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans. Pour l'heure, 8 centres de vaccination accueillent vos enfants dans les Yvelines. Le complexe sportif de la Vallée à Bonnières-sur-Seine, le gymnase Richard Micke à Versailles, le centre Maurice Ravel, centre commercial Westfield-Vélizy 2 à Vélizy-Villacoublay, la salle du Colombier à Saint-Germain-en-Laye, l'espace Gérard-Philippe à Sartrouville, l'espace Jean-Racine Saint-Rémy-les-Chevreuses et puis le Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. Plus d'informations sur le site de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Je vous en parlais en titre, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis début janvier pour une durée de 6 mois. On fait le point sur son rôle et sur ses missions avec vous, Parel Tchernor. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes un représentant yvelinois du Parlement européen, mais vous êtes détaché à Bazoches-sur-Guyonne, dans la maison Jean Monnet. Le Conseil de l'Union européenne dispose d'une présidence tournante. La France prend donc la présidence du Conseil de l'Union européenne tous les 13 ans à peu près. La dernière fois, c'était en 2008. Quelle responsabilité ça implique pour l'État qui préside concrètement ? Alors c'est surtout un rôle administratif. Un pays doit jouer le rôle d'un arbitre entre les 27 pays de l'Union européenne. On travaille sur des dossiers, des lois ouverts avant la présidence. C'était la Slovénie avant la France. Et après, c'est mon pays, la République tchèque, qui va prendre la présidence en juillet. Le pouvoir n'est pas vraiment immense. Mais permet de gérer des thèmes qui sont importants pour la France. Par exemple, l'immigration, défense, économie. Et surtout, c'est une occasion de mettre l'Europe à l'honneur de son propre pays et donner la visibilité de l'Union européenne à l'extérieur. Chaque pays peut donner sa vision d'Europe un peu au dossier. Et il faut savoir que c'est toujours une présidence tournante, alors chaque 6 mois dans le Conseil. Il ne faut pas aussi pas mélanger le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, parce que le Conseil européen, ça c'est où les chefs d'État se réunissent 4 fois par an. Alors Emmanuel Macron est là avec, avant ça c'était Angela Merkel et les autres, maintenant c'est Olaf Scholz et les autres chefs des pays de l'Union européenne. Et là, c'est un peu une autre chose parce que là, la présidence dure 2 ans et demi, ils ont un président fixe. Alors c'est surtout dans le travail quotidien où la France maintenant est un peu maître de l'horloge, on peut dire. Justement, vous parlez de montrer un peu sa vision de l'Europe pour l'État qui préside. Emmanuel Macron souhaite mettre l'accent notamment sur plusieurs axes, la taxe carbone aux frontières ou encore l'adoption d'un salaire minimum en Europe. Qu'est-ce qu'on peut attendre, par exemple, comme avancée sur ces sujets ? Je pense la France, par contre, quand on a un petit pays comme la Slovénie ou même mon pays, la République tchèque, on n'a pas nécessairement la puissance sur les thèmes si fort que si c'est un grand pays comme la France et si la France se met d'accord avec l'Allemagne, on a déjà un poids sur beaucoup de thèmes et ça va dire que maintenant on espère que la France, avec toute sa puissance, peut vraiment avancer les lois et l'initiative européenne dans beaucoup de domaines. Alors là, on peut expecter beaucoup plus de visibilité aussi sur les champs internationaux. Il y a le thème de changement climatique, bien sûr, où la France a aussi un fort rôle à jouer et prendre l'Union européenne avec. Alors là, c'est un grand programme qui nous attend. Et bien sûr, ça va clairement donner beaucoup plus de visibilité à l'Union européenne. Mais aussi, je pense, en France propre, on va parler beaucoup plus des choses européennes, des questions qui sont un peu plus grandes que la France comme pays. Petite question aussi, notamment sur les élections présidentielles qui vont arriver donc en avril 2022 en France. Ça tombe pendant ce semestre de présidence. Quel impact ça peut avoir, justement ? Bien sûr, peut-être l'attention d'un chef de gouvernement un peu divisé. On peut dire, par exemple, comme mon pays, la République tchèque a eu la présidence la dernière fois, on a subi une crise politique et le gouvernement est tombé pendant la présidence tchèque. Alors, c'était pas une bonne carte de visite, une situation difficile, mais quand même, on a beaucoup de gens qui gèrent le quotidien. Il y a des ministres qui sont et des diplomates à Bruxelles, bien sûr, qui gèrent la machinerie. Alors là, je pense que c'est pas nécessairement trop difficile, même si on a des élections dans un pays, parce que on est sur les dossiers qui ont été déjà présentés avant. On les travaille, on travaille sur les dossiers. Alors, l'administration est bien capable de continuer un travail comme ça.
Alors, on va parler dans un instant justement du lien avec la maison Jean Monnet, mais juste avant, l'Union européenne, elle est parfois perçue comme lourde et bureaucratique, mais pourtant, elle se retrouve dans la vie quotidienne des Français. Dans les Yvelines, il y a beaucoup d'actions qui sont destinées, qui sont portées par les financements européens. C'est le cas de la politique d'insertion du département ou encore des dispositifs de mobilité pour les jeunes. Et je vous propose de découvrir ce reportage, les explications de Nicolas Dandry, Céline Charles et Bichente Mérien Stantisteban là-dessus. La mobilité européenne, une action visible par les jeunes Yvelinois, c'est la mission du bureau d'information jeunesse à Montigny-le-Bretonneux. Ce centre départemental d'information auprès des jeunes est labellisé Eurodesk, un point d'entrée destiné aux jeunes pour des projets Erasmus+, ou de volontariat financés par l'Union européenne. Il y a quand même des fonds qui sont dédiés à la mobilité des jeunes et qui ne sont pas forcément toujours très connus de ces jeunes. Erasmus+, c'est un dispositif, donc là ça vient de redémarrer 2021-2027. Il y a beaucoup d'argent qui est dédié, justement le coup de pouce pour que les jeunes puissent partir, comme je vous disais, qu'ils soient stagiaires, étudiants, jeunes travailleurs, demandeurs d'emploi ou même volontaires pour pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Autre exemple de présence d'action européenne dans les Yvelines destinée à un public ciblé, la politique d'insertion du département, un ensemble d'actions portées par l'agence Activity en collaboration avec différents acteurs de l'emploi sur le territoire, des mesures financées en partie par le Fonds social européen. C'est des cycles d'appel à projets de 3 ans sur 2 cycles d'appel à projets et sur 2 grandes missions, c'est 4 millions d'euros de fonds sociaux européens qui ont été captés pour à la fois financer les personnels qui sont à l'accompagnement de ces publics qui sont en recherche d'insertion, mais c'est aussi pour le département la sécurisation de toutes les associations qui font des demandes de fonds sociaux européens dans cette même politique qui est la politique d'insertion. Entre 2014 et 2020, le département des Yvelines a piloté une enveloppe de 16 millions d'euros en provenance du Fonds social européen. Alors, on le disait, Pavel Tchernor, vous faites partie de la Maison de l'Europe dans les Yvelines. La Maison de l'Europe, c'est un relais de proximité un peu des projets européens, si j'ai bien compris. Donc là, on vient de voir des exemples d'actions européennes développées sur le territoire. Comment vous intervenez? Comment on fait pour développer finalement ces projets européens au sein d'un territoire comme celui des Yvelines? Alors, il faut d'abord dire, nous ne sommes pas la Maison d'Europe, mais nous sommes la Maison Jean Monnet. Alors, la maison privée où Jean Monnet, le père fondateur d'Europe, premier citoyen d'honneur d'Europe, a habité. La maison est un musée, on peut visiter chaque jour. On organise des événements pour les groupes scolaires, pour des visiteurs. Et à côté de cette maison, on a créé une académie, ça s'appelle Académie Jean Monnet, pour former des fonctionnaires de l'Union européenne, spécifiquement les fonctionnaires du Parlement européen, parce que la maison Jean Monnet appartient au Parlement européen. Et on a des collègues de Bruxelles, de Luxembourg, de Strasbourg qui viennent régulièrement pour des séminaires de 3 jours pour se former, pour en fait se reconnecter avec les racines de ces projets européens, avec l'idée qui était conçue dans le jardin de cette maison. C'était en mai 1950 où Jean Monnet et Robert Schuman et son aide Bernard Clapier ils ont créé le texte de la déclaration de Robert Schuman qui était la fondation d'une Europe unie. Alors, si vous cherchez un endroit pour se reconnecter avec les racines, avec l'idée d'origine, c'est chez nous et ça fonctionne très très bien parce qu'on a vraiment un endroit magique où on peut voir comme Jean Monnet a travaillé et c'est très interactif aussi notre exposition qu'on a là dans la maison. Alors on peut vraiment passer une jolie après-midi et reconnecter avec cette idée. Parce que en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, on est dans le rêve de Jean Monnet. C'est quelque chose qui était rêvé pendant les générations et nous sommes aujourd'hui dans quelque chose qui est déjà là. Vous avez bien dit que parfois les gens perçoivent l'Union européenne comme quelque chose d'administratif et lourd, mais en fait la réalité est totalement différente, qu'on a une Europe avec des frontières ouvertes et on travaille ensemble et beaucoup d'administrations qui étaient bougées vers Bruxelles n'existent plus dans les pays membres parce que c'est pas nécessaire. Alors c'est une division de travail et on s'est élargi, on a commencé avec 6 pays au début.
Et aujourd'hui, on est 27. C'est vraiment, si vous regardez ça d'un point de vue générationnel, c'est fascinant. Et pour les jeunes, aujourd'hui, ça donne beaucoup, beaucoup d'opportunités de voyager, de faire ses études à l'étranger, de trouver du boulot dans un autre pays, aussi de se développer avec ses propres facilités. Alors là, et en plus, dans les Yvelines, vous pouvez visiter et toucher ce projet quand vous venez chez nous. Eh ben, en tout cas, c'est noté pour la Maison Jean Monnet. Merci beaucoup, Pavel Cernoch, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, bien sûr, vous êtes... Un grand plaisir et je vous souhaite une bonne présidence avec notre petite taupe qui est notre symbole tchèque pour la présidence à venir. Super, et je le rappelle, vous êtes historien, conférencier à l'Académie donc Jean Monnet, également un peu représentant yvelinois du Parlement européen. Merci beaucoup d'avoir été là. On ne badine pas avec les traditions. Cette année encore, la galette des rois fait son grand retour chez nos boulangers. L'épiphanie, c'est demain et nos commerçants se préparent activement pour pouvoir proposer une galette faite maison à tous les habitants. Céline Charles a rencontré l'équipe La Flûte de Chopin à Houdan. Regardez. Après la bûche de Noël, place à la traditionnelle galette des rois. Tous les ans, ce sont près de 2000 galettes préparées sur le mois de janvier dans cette boulangerie à Houdan. C'est une tradition, c'est le gâteau de début d'année qui passe bien, qui réunit les gens, qui aujourd'hui est compliqué pour les réunir. Mais ouais, je pense que c'est le gâteau un peu festif pour réunir les gens, souhaiter la bonne année. J'aime bien la tradition, la frangipane. Oui, c'est festif, c'est l'occasion de se réunir et de faire la fête. La méthode est artisanale, un exercice qui demande une grande précision car ici, on ne plaisante pas avec la galette. Après la préparation de la pâte qui doit reposer une journée, la confection demande une précision chirurgicale, à commencer par la garniture. Poudre d'amande, farine, beurre, sucre glace, œuf entier et rhum. Le lendemain, du coup, après l'avoir mis en sac, je vais lui donner 4 tours dans la journée. Donc 2 tours ainsi que 2 autres tours 2 heures après, le temps que la pâte repose bien. Et le lendemain, ensuite, je lui donne un 5e tour. Je vais procéder du coup au détaillage des galettes. Une fois que toutes les galettes sont détaillées sur le pâton, là je vais les mettre sur grille et les stocker au frigo une petite demi-heure avant de les garnir. Pour la galette à l'eau, ce qui va permettre aux 2 disques de feuilletage de se coller entre eux. Et ensuite, on va procéder au garnissage. La fève mise en place. Là, je vais procéder à la soudure du coup des galettes. Donc ça sert à rien d'appuyer, on les colle juste entre elles, c'est le lot qui va faire le reste du travail. Et ensuite, un petit coup de dorure. Cette année, la galette a une particularité. En plus, elle est solidaire. Si le client a une fève de tel restaurateur, il se présente chez le restaurateur pour lui offre le cocktail de bienvenue pour le repas qui sera consommé chez lui. Lorsqu'on me ramène une petite fève, en fait, le client aura du coup une petite remise de 10% en fait sur le choix, sur la pièce de son choix. En consommant chez un commerçant, vous avez un avantage chez un autre. Et je trouve que c'est hyper important, surtout dans une petite ville comme la nôtre. Consommer artisanal et local tout en mangeant un produit de qualité, un cocktail qui ravit les clients comme les boulangers qui peuvent faire jusqu'à 10% de chiffre d'affaires supplémentaire sur cette période. On en parlait en début de semaine, le FC Versailles s'est qualifié ce dimanche 2 janvier dernier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Victoire 4-0 contre la Roche Vendée Globe. Et Versailles connaît à présent son adversaire. Il s'agira de Toulouse. Bichente Meyer-Santisteban, journaliste de la rédaction. Vous êtes là pour nous décrypter ce tirage. Bonsoir. Bonsoir Justine. Alors comment ont réagi finalement les Versaillais quand ils ont appris cet adversaire ? Alors, l'entraîneur Youssef Chibi l'avait dit en conférence de presse à l'issue de la rencontre du week-end dernier, que ce soit Bergerac, l'autre petit poussé de la Coupe, ou le Paris Saint-Germain, Versailles aborderait la rencontre de la même manière. Pour les joueurs, c'est différent. On avait senti qu'ils voulaient se frotter aux plus grandes écuries de Ligue 1. Peut-être donc un peu de déception, mais malgré tout, l'impatience de se confronter au haut niveau. Écoutez la réaction de Oussama Berkak, le capitaine de l'équipe.
Pour moi, c'est un bon tirage. Ça reste quand même une équipe professionnelle. Comme vous l'avez dit, ça joue le haut de tableau en Ligue 2. Offensivement, c'est très fort. Et, c'est sûr qu'on aurait aimé tirer un gros de Ligue 1 pour le public, les supporters, pour la ferveur. Mais bon, ça reste quand même une équipe professionnelle et se mesurer face à une équipe professionnelle, c'est toujours intéressant. Et donc c'est Versailles qui évoluera à domicile. Oui, et l'interrogation, c'est est-ce que le club pourra évoluer dans son antre, le stade Montboron, qui pourrait a priori accueillir la jauge fixée à 5000 spectateurs? Il faut savoir que l'éclairage du stade n'est pas aux normes pour recevoir une telle affiche. Si l'horaire de la rencontre est fixé en journée, ce sera donc possible. Si c'est en soirée, il faudra trouver une autre arène dans les parages. Quoi qu'il en soit, l'écart sur le papier sera le même, 2 divisions. Versailles assume ce statut d'outsider et y croit. Ça reste un match comme les autres, c'est 90 minutes, surtout qu'il n'y a pas de prolongation, ça va au pénalty derrière, tout peut se passer, hein. On l'a vu cette année en Coupe de France, des N3 qui tapent des Ligue 1, ça arrive, donc pourquoi pas nous? Surtout qu'à Versailles, à l'époque, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà tapé Dijon 1-0, ils les avaient battus sur pénalty, c'est pas impossible. Alors là, Oussama Berkak fait référence à un 8e tour disputé en 2009. C'est le dernier exploit en date du FC Versailles dans cette coupe. Une victoire donc 1-0 grâce à un pénalty de Grégory Lefort à la 71e minute. Malheureusement, le club ne parviendra pas à passer le tour suivant. Depuis, ceux qui suivent le football amateur savent que le club est ambitieux. Il veut se donner les moyens, à l'image de son nouvel actionnaire principal, le promoteur immobilier et constructeur Fiducium City, arrivé au printemps 2021. Qui a nommé récemment l'ancien footballeur et consultant Jean-Luc Haribar au poste de directeur général pour marquer le changement. On parle donc d'un club qui a multiplié son budget par 5 quand même, de quoi recruter de nouveaux joueurs l'été dernier. Plus de la moitié de l'effectif est nouveau. Et c'est vrai qu'il y a 6 mois, on ne se connaissait pas, et faire ce qu'on fait là, 6 mois après, c'est beau. Maintenant, ce serait bien de continuer en championnat. Si on peut valider tout ça sur la deuxième partie de championnat, ce serait magnifique. Pour les choix des nouveaux joueurs, c'est l'entraîneur Youssef Chibi qui était donc aux commandes. La plupart connaissent bien la division actuelle de Versailles, la Nationale 2. Changer 80% d'un effectif, on dit toujours dans le football que c'est un pari risqué. Pour le moment, cela paye en championnat puisque Versailles est bien parti pour monter. Reste à voir si cette équipe laissera une trace d'elle à l'échelle du pays et de la Coupe de France. Et ça, ce sera le week-end du 29 janvier. C'est la date du 8e de finale de Coupe de France face à Toulouse. Merci Bichente Maria Santisteban d'avoir été avec nous, journaliste pour la rédaction. Toujours côté sport, on parle cyclisme. À présent, le parcours du Paris-Nice 2022 a été dévoilé ce mercredi 5 janvier à Versailles. Le départ sera donné le 6 mars depuis les Yvelines pour la 13e année consécutive. Les cyclistes vont faire une boucle dans le département au départ de Mantes-la-Ville. Le lendemain, comme d'habitude, c'est une petite commune du département qui accueillera le départ de l'épreuve. Cette année, c'est Auffargis qui aura ce privilège. Un village de moins de 2000 habitants. Et on écoute le responsable du tracé, François Lemarchand, au micro de Michael Elmidoro. Moi-même, quand je courais chez les amateurs, je courais beaucoup au Auffargis, donc c'est vraiment quelque chose qui parle au milieu cycliste. Il y a beaucoup de groupes cyclistes qui font du vélo tous les week-ends dans cette vallée de Chevreuse qui passe au Auffargis, donc un petit clin d'œil au Auffargis, c'était sympa. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet à la présentation de votre 7-8 Société. Très bonne soirée à tous sur TV78 et prenez soin de vous.